Nous espérons que vous êtes au frais pour écouter la prochaine conférence. Nous, ça va, c'est à peu près correct. On a une salle qui est assez grande et bien, pas climatisée, mais quand même relativement fraîche. Après, ce matin, donc Alice il nous a parlé des lois de progrès de groupe. Je vais passer la parole maintenant à Françoise, qui va nous rafraîchir l'esprit avec ce petit supplément d'âme que nous retrouverons dans les quotidiens, dans l'exercice de nos métiers. Voilà. À toi, Françoise. Non. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, Oui, Parfait. très bien, parfait. Voilà. Ce petit supplément d'âme. Alors, pourquoi ce titre quand on parlait de la voix et des voix et pourquoi ce thème? Euh, j'ai emprunté le titre à une petite chanson que vous connaissez peut-être, qui est une chanson de Michel Berger, chantée par France Gall. Et moi, j'aime beaucoup ces petites chansons très légères, mais qui ont des grands moments de vérité. Et donc, cette chanson, que je ne vais pas vous chanter, elle dit, elle a ce tout petit supplément d'âme, cet indéfinissable charme, ce don du ciel qui la rend belle, cette petite flamme, elle l'a. C'est un hommage à Ella Fitzgerald avec tout un jeu de mots. Mais voilà, si vous avez l'occasion de réécouter cette chanson, où elle parle entre autres de l'âme de l'Afrique, c'est magnifique. Voilà donc pour le titre. Alors, pourquoi ce thème? Et pourquoi on va parler aussi un petit peu d'intelligence artificielle? Je vous dis tout de suite, je ne suis pas du tout spécialiste d'intelligence artificielle, mais c'est intéressant de mettre en rapport, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, de mettre en rapport avec tout le thème de l'âme. Alors pourquoi? Bah déjà, moi, qui je suis, j'ai travaillé pendant 40 ans dans des entreprises en qualité de psychologue en entreprise. Le métier de psychologue en entreprise est assez différent du métier de maths, hein, qui elle est psychologue clinicienne. On s'occupe de l'adaptation des hommes et des femmes à leur poste de travail pour qu'ils se sentent bien, pour que ce soit de bons ouvriers. Voilà. Et j'ai commencé par faire du recrutement, de la formation, m'occuper de gestion de carrière. Mais les dernières années, j'ai fait quelque chose qui m'a énormément plu, c'était le pilotage d'équipe projet pour résoudre un problème. On en parlera un peu plus tard. Euh, et en faisant tout ce travail professionnel, c'est vrai que ça m'a déjà fait réfléchir sur la différence entre un travail individuel et un travail de groupe. Et quand on l'étend un petit peu à qu'est-ce qu'une conscience individuelle et qu'est-ce qu'une conscience de groupe. Alors aujourd'hui, j'en parle, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai arrêté de travailler il y a quelques années. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas aussi clair dans ma pensée. Mais comme je suis à la retraite, j'ai eu le temps de réfléchir, de relire des livres, de travailler avec l'Institut Alcor. C'est vrai que maintenant, je vois les choses plus en profondeur. L'origine aussi de la conférence, c'est parce que j'ai entendu il y a quelques mois une conférence qui m'a euh, dérangée, déroutée et en même temps qui m'a fait réfléchir. C'était la conférence d'un médecin très militant de l'intelligence artificielle, dont je ne donnerai pas le nom, peut-être on l'entend assez souvent à la radio ou à la télévision. Et lui, c'est un fan de l'intelligence artificielle et il ne parle que de ça. C'est l'avenir, ça va être formidable, etc. Alors, il en parlait en public, c'est un médecin. Et donc, dans la salle, il y a quelqu'un qui a levé le doigt et qui a dit, oui, mais monsieur le médecin, c'est très bien, là, on va avoir des outils magnifiques, mais quand même, l'empathie. Et à ça, il a répondu d'un ton très sûr de lui,
Ah non, non, mais l'intelligence artificielle fera mieux que moi, parce que moi, quand j'ai un malade à qui je dis qu'il a un cancer, je vois bien qu'il est scotché, je dois recommencer les explications. Une deuxième fois, je vois qu'il est toujours pas bien, mais moi, j'ai autre chose à faire. J'ai du, j'ai du monde dans la salle d'attente. Et alors que l'intelligence artificielle n'aura aucun problème à lui répéter 20 fois, 30 fois, 40 fois autant. Voilà. Donc j'avoue que ça m'a d'abord scotché, mais après je me suis dit, il y a peut-être qu'il faut qu'on ouvre aussi un peu notre manière de voir les choses. Et puis l'IA, si Christian, tu es avec nous, si tu nous entends, c'était un jeu de mots de Christian qui dit, bon, l'IA, on en parle tout le temps, c'est quoi? Est-ce que c'est l'intelligence de l'âme? Et alors là, il y a une opposition très riche entre intelligence artificielle et intelligence de l'âme. Ah Voilà, ouais. ça a participé. Faut que j'aille plus là. Alors, quand voix et voix s'accordent, alors le sujet avait été lancé peut-être il y a quelques mois, pas mal de semaines, et euh, ça, ça a aussi trouvé un écho avec trouver sa voix et trouver sa vocation. Le mot vocation vient de vox, la voix. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes et beaucoup d'adultes, on en a tous dans nos entourages, qui disent, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui me pousse à faire ces études plutôt que tel autre? Pourquoi est-ce que je ferais ce métier plutôt qu'un autre métier? Euh, Ils pressentent un idéal et disent, mais par quel chemin je vais pouvoir réaliser mon idéal? Et il y a une tendance un petit peu à avoir d'un côté la vie méditative. Le matin, on fait sa méditation. Et puis dans la journée, eh ben, on a la vie profane, hein. On va gagner son pain, on s'occupe des enfants, etc. C'est aussi un sujet de réflexion. Est-ce que la vie est coupée en deux, avec d'un côté un travail alimentaire et puis de l'autre côté un travail essentiel? Donc l'idée que je voulais aborder dans l'heure, là, c'était vraiment dans les choses les plus quotidiennes, les plus banales, ou dans les choses qui nous paraissent les plus matérielles, les plus concrètes, dans la matière très très dure, est-ce qu'on peut quand même pas déceler la lumière de l'âme? C'est apprendre à être attentif dans toutes ces choses très triviales. Où est la lumière de l'âme? Et au moment où on parlait ensemble, un groupe Alcor de la voix, et qu'on allait faire le thème des rencontres là-dessus, j'ai eu l'occasion d'écouter une conférence de Maud Gnidas qui euh, dit, ma démarche, c'est la voix, VOX, est ma voix. Alors ça m'a interpellée, bien sûr. Je suis allée voir son site et elle nous a très gentiment, elle ne nous connaît pas, mais elle nous a très gentiment donné l'autorisation de citer ce qu'elle a écrit sur son site. Donc c'est une cantatrice qui nous dit, j'ai reçu à la naissance une voix naturellement claire. Petite, je me suis bercée de ma propre voix. Je m'amusais à la faire résonner dans les espaces qui l'amplifiaient, comme les églises, les cages d'escalier, la salle de bain. Lorsque je suis devenue chanteuse professionnelle, la pression du métier, conjointe au manque de conscience, tant purement technique que corporelle, que spirituelle, ont rapidement bloqué la fluidité de la traversée du son en moi. Donc pour retrouver cette fluidité avec laquelle nous arrivons tous sur Terre, mais qui va se voiler expérience après expérience au cours de la vie, la nécessité de retrouver cette fluidité m'a guidée vers l'assouplissement de mon corps et de mon esprit, opéré grâce à des rencontres sur ma route qui m'ont aidé à entreprendre ce travail, entre autres choses, la médecine énergétique chinoise qui m'a rendu ma vitalité. Ce parcours vers une plus grande connaissance de ma voix, émaillé de questionnements, de découragements, mais aussi de découvertes spirituelles que je n'aurais probablement pas faites sans toutes ces difficultés, m'apparaît aujourd'hui comme le chemin qui était le plus juste. Aujourd'hui,
forte d'une voix plus consciente que si je n'avais pas eu à traverser tous ces questionnements, je comprends que je suis née pour mettre ma voix au service du grand tout. J'ai appelé ça la traversée du son en moi. Et elle finit, chaque être a une vocation, qu'il soit cordonnier, vétérinaire ou chanteur. S'il a laissé son âme le guider vers la voie, VOIE, qui est la sienne, il est en adéquation avec ses aspirations profondes. Alors, tout est infiniment juste et je ne changerai aujourd'hui rien de mon parcours. Voilà ce que nous disait Maud Knidas. Et puis, Martin Luther King, quand voix et voix s'accordent, euh, on a tous en tête l'écho de ses discours. Il avait à la fois la vision, qui était celle de l'égalité raciale et de justice sociale. Il avait un discours qui portait sa vision. Je rêve que un jour notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes. Tous les hommes sont créés égaux. Et en plus, Martin Luther King avait cette voix quand il prononçait ses discours qui portait l'intention et qui mettait en vibration toute la foule qui l'écoutait. Voilà, là aussi, si vous avez l'occasion d'aller réécouter ce discours, c'est un discours magnifique. Voilà pour l'introduction à voix et voix. Et on va passer un petit moment sur 3 témoignages de 3 métiers. J'étais donc psychologue en entreprise, donc les notions de métier, de vocation, de réalisation personnelle, de réalisation collective m'ont toujours passionnée. Donc, je vais parler de mon métier à moi, psychologue. Et puis, nous aurons une deuxième illustration avec l'une de nos marraines, Nicole Dutheil, qui est en Zoom avec nous, mais l'enregistrement est fait. Et nous aurons aussi un parrain qui est en Zoom avec nous, mais on a l'enregistrement depuis hier, et qui nous parlera, lui, de son métier de professeur. Je fais des petits signes à Alice, elle comprend tout de suite au quart de tour, quand je bouge un cil, qu'il faut appuyer sur la touche. Alors, gérer des ressources humaines dans une entreprise, c'est du concret, une entreprise, hein. C'est de l'argent, ça construit des choses très extrêmement matérielles. Vous avez beaucoup de difficultés à affronter. Le vocabulaire est pas toujours sympathique. On parle rentabilité, productivité, comment on va réduire les coûts, comment on va conquérir des parts de marché. On y fait carrière. Il y a la concurrence, il y a la compétitivité. On a une réglementation qui est surtout vécue comme des contraintes. Comment on mesure la réussite? En argent, chiffre d'affaires, la part de marché, la marge. Puis alors, quand on, euh, quand on est en échec, alors là, c'est terrible, on est en redressement judiciaire ou en liquidation, on fait des plans de licenciement. Alors, j'ose vous parler de l'âme dans tout ça. La question qui va se poser vis-à-vis de l'IA, elle est simple. Est-ce que ça va être un outil d'asservissement de l'homme ou est-ce que ça va être un outil de libération? Je ne sais pas répondre vraiment sans hésiter à cette question, mais on voit bien que c'est une technologie de rupture, ça tout le monde nous le dit et on le pressent. Ça va nous décharger d'une foule de tâches comme analyser, traduire, calculer, déduire, optimiser, structurer, résumer, illustrer. Et ça va nous informer à partir de croisements de bases de données absolument gigantesques. Donc, c'est intéressant, c'est compliqué, ça questionne. On voit tout de suite les risques majeurs, mais dans mon métier, on n'avait pas encore l'intelligence artificielle, mais avec l'automatisation, l'informatique, il y a eu aussi des risques absolument majeurs et des transformations majeures. Euh, le risque majeur que je vois, c'est un risque d'exclusion de certaines personnes de la sphère sociale, un risque de déresponsabilisation, puisque l'IA va faire à notre place,
et voir un risque d'inconsistance du métier, que le métier perde sa consistance. Et alors, pourquoi ça nous apparaît, ça nous fait peur et ça nous paraît dérangeant? D'abord parce que, on l'a dit, ça va impacter de plus en plus notre vie, que ça nous plaise ou pas. Ça va impacter tous les métiers, que ça nous plaise ou pas. Ça va aller très, très vite. Ce qui est curieux dans cet outil, c'est qu'il apprend de nous. Il reflète ce que nous sommes, la manière dont nous raisonnons. C'est un peu comme s'il mimait nos réactions. Je crois que c'est ce côté-là qui est particulièrement dérangeant. Alors, quand on est psychologue en entreprise, on doit prendre en compte l'individu et on doit prendre en compte le collectif. Ben, l'individu, c'est assez simple. Qui il est, quel est son métier, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut faire, quelles sont ses forces, ses limites. Euh, et on essaye, dans la mesure du possible, qu'il y ait une adéquation entre tous ces aspects-là, ce qu'il sait faire, ce qu'il a envie de faire, et les besoins de l'entreprise. Et quelquefois, enfin assez souvent même, je peux témoigner, on se rend compte que le collaborateur se sent à sa place. Et c'est déjà très, très bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas en déphasage, il est bien, il sait ce qu'il doit faire et il le fait. Mais autre difficulté, une fois qu'il a trouvé sa place, il doit aussi s'insérer dans un cadre avec des contraintes. Il doit travailler avec des membres de sa propre équipe ou, plus difficile, avec des membres d'une autre équipe, d'une autre culture. J'ai eu l'occasion d'assister à des scènes assez intéressantes et compliquées. Si vous mettez dans la même salle de travail un créatif et un financier, c'est pas simple. Vous mettez dans la même salle un gars de l'atelier et puis un vendeur, c'est pas non plus très simple. Et donc, il va y avoir une exigence d'ajustement entre les personnes. Mais je dis tout de suite aussi que j'y ai vu beaucoup de compagnonnage fraternel et de solidarité. Donc, en positif, c'est une entreprise, c'est un lieu d'apprentissage. On verra ce que nous dit Ludovic sur l'apprentissage à l'école, parce que ici, c'est un lieu d'apprentissage en vrai. Euh, j'ai souvent rencontré des hommes et des femmes assez heureux dans l'entreprise qui me disaient, ah ben, au moins ici, c'est concret, je vois ce que je fais, pourquoi je le fais. Contrairement aux études où c'est un peu théorique, on fait des études de cas. Là, les cas, ils les ont en vrai. Il faut les résoudre pour de vrai. L'obligation de s'inventer et de s'adapter sans cesse, ça aussi, c'est une constante qu'on trouve dans toutes les entreprises. Alors, je voulais parler comment on mène un projet collectif dans une entreprise. Alors là aussi, je suis très optimiste. Je dis c'est avant tout une opportunité d'évolution. Possibilité d'évolution au niveau individuel. Le salarié va mieux comprendre la culture de l'entreprise, la culture économique. Il va élargir son horizon. Il va apprendre des choses, donc il va élargir sa compétence. Il va apprendre de nouveaux outils. Souvent, ils sont poussés par leur goût de l'aventure, le plaisir de travailler en équipe et bien sûr, peut-être une prime qui va s'ajouter à leur salaire. Mais quoi qu'il en soit, après ce travail collectif, l'individu va en sortir affermi et grandi. Mais au niveau collectif, et on revient un petit peu au cœur du sujet, alors au départ, quand vous montez comme ça un projet collectif dans une entreprise, en général, il y a des enjeux assez lourds parce que ça coûte cher, c'est compliqué à monter, on mobilise beaucoup d'énergie et d'argent. Quelquefois, c'est simplement, on doit gérer tout simplement la survie de l'entreprise. C'est-à-dire s'il n'y a pas une transformation lourde dans l'entreprise va mourir à moyen ou court terme, ou des adaptations utiles parce qu'on va aller vers un mieux, il va y avoir un progrès, ou obligées. Vous avez tous oublié, mais le passage à l'euro n'a pas été quelque chose de simple dans une entreprise. On a travaillé dessus pendant des mois pour réussir le jour J qu'il y ait un dialogue possible entre nous, les fournisseurs, les clients, les banques. Voilà le genre de projet qu'on mène en collectif. En général, ça va quand même dans le sens du progrès, qui est d'améliorer la qualité de l'image de marque, du produit, du service. Ça peut être aussi de mobiliser des équipes pour créer un nouveau produit.
Donc là, on va de l'analyse du besoin, de sa conception, comment on va le produire et comment on va le vendre. Réduire les coûts, ça c'est une obsession permanente dans les entreprises. Comment on peut réduire les coûts? Et en particulier, lutter contre le gaspillage. Gaspillage de stock, gaspillage de matières premières, gaspillage dû à des accidents, gaspillage dû à des mauvaises décisions, où on doit tout reprendre et tout retravailler. Comment on peut supprimer le papier? Voilà, donc j'ai souvent travaillé avec au moins cette dimension de réduire les coûts, même s'il y avait aussi d'autres dimensions. Et c'est quelque chose qui arrivait à mobiliser assez facilement les gens dans cette ère, j'espère, d'économie et de prospérité vers lequel on va. Et puis, c'est aussi, et en tant que psychologue du travail, c'est aussi une constante, c'est d'améliorer les conditions de travail, rendre des postes plus ergonomiques, concevoir des outils qui aident à prendre de bonnes décisions. Un avantage très important dans une entreprise par rapport à peut-être aux méditations ou aux travaux que l'on fait, c'est que c'est très tangible dans une entreprise. On sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on gagne, on sait combien ça coûte. C'est mesurable. Et beaucoup de personnes, et moi y compris, on aime mesurer ce qu'on fait et vérifier qu'il y a un progrès, qu'il y a un avancement. Alors, il faut définir un but, il faut rédiger une feuille de mission. Euh, la rigueur est importante parce qu'elle va lever l'ambiguïté entre les collaborateurs et le donneur d'ordre. Souvent, le donneur d'ordre dans une entreprise, c'est le comité de direction. On doit faire attention à ce que l'objectif soit clair, mais qu'il ne soit pas excessif. C'est-à-dire que la mission, elle est atteignable. C'est ce que j'appelle honnête. On ne mobilise pas des équipes pour une mission impossible. Et ce travail, ce but, doit être soutenu par un discours. On pense peut-être là à la voix, VOX. C'est un discours qui doit, tout en étant très clair et très rigoureux, qui doit fédérer les équipes. Donc, on doit s'appuyer sur les valeurs de l'entreprise. Dans la plupart des entreprises, il y a des valeurs clés. Par exemple, à la SNCF, je n'ai pas travaillé pour la SNCF, mais par exemple, à la SNCF, la valeur clé numéro un, c'est pas que le train soit à l'heure, c'est que c'est la sécurité. Et à peu près tous les agents de la sécurité de la SNCF sont très mobilisés sur cette valeur. Bon, heureusement, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est très important de mettre les valeurs de l'entreprise au cœur du discours. Et puis, très souvent, on donne un nom, on baptise le projet, on l'identifie. Et c'est aussi quelque chose de porteur. Les gens s'identifient par le nom à tout le travail qui attend l'équipe, qui est souvent un travail pénible, laborieux, qui va durer souvent plusieurs mois, difficile, jusqu'à ce qu'on puisse le mettre en œuvre de manière réussie sur le terrain. Alors, l'IA dans tout ça. Quand vous menez un projet, vous construisez ce qu'on appelle un chemin critique, c'est-à-dire de manière très rationnelle, des étapes s'enchaînent les unes derrière les autres. Euh, il faut d'abord faire un travail de conception avant de commencer à faire des prototypes. Il faut faire les prototypes avant de le mettre en production. Voilà, donc c'est assez logique. Donc on a, quand c'est des projets très lourds qui concernent plusieurs sites, par exemple, ou un grand nombre de salariés, on se fait aider d'outils informatiques. Donc je vous rappelle, à l'époque, moi, je n'avais pas l'intelligence artificielle, mais on a des outils informatiques qui calculent exactement les besoins d'heures de laboratoire, d'heures d'atelier, de prestations de services, et du coup, on a un timing. Donc l'IA, je pressens qu'il saura faire ça de manière parfaite, une fois qu'on l'aura alimenté, bien sûr. Mais quand vous êtes chef de projet ou pilote du projet, vous vous autorisez, ou je me suis autorisée, quelqu'un qui Couper parle, les sons des micros des participants. Vous m'excuserez un petit moment. Ah, ou on va l'inviter à couper leur micro. oui, voilà. On vous redonnera la parole tout de suite après.
Donc, en tant que pilote du projet, on peut s'autoriser à prendre d'autres voies que le chemin critique purement rationnel. Par exemple, si on décèle que ce qui est critique, c'est de créer une confiance entre les collaborateurs, on va s'autoriser à créer une étape qui va créer la confiance entre les collaborateurs, la connaissance, la confiance. Si on a affaire, ça m'est arrivé, à des actionnaires extrêmement frileux, assez angoissés de ce qu'on va faire de leur argent, il est peut-être important de faire une première étape où on va faire une réduction des coûts quelque part qui va un petit peu détendre l'atmosphère. Si vous devez mettre en place une nouvelle logistique, un nouveau plan logistique qui va peut-être être mis en place dans un an et demi, 2 ans, il est peut-être intéressant de déstresser les équipes et de s'occuper des irritants quotidiens que connaissent les salariés de l'entrepôt. Donc, ils verront que l'équipe est là aussi pour résoudre des problèmes, non seulement des problèmes à moyen terme, mais des problèmes à très court terme. Donc, on peut oser un court-circuit. Et alors, quelquefois, je crois que je vais le dire au moins là, c'est que surtout, l'IA, c'est quelque chose de très coûteux, de très lourd à mettre en place, alors que quelquefois, un grand tableau, un paperboard ou un planning visuel, vous voyez à l'ancienne dans les ateliers des grands tableaux blancs, vous mettez des post-it, tout le monde voit où on en est, ce qu'on fait, et c'est quelquefois infiniment plus pratique, beaucoup moins cher, et puis ça a un côté très pédagogique. Voilà, donc il est pertinent de réfléchir aux moyens qu'on met en face d'un problème à résoudre. Jauger, alors j'essaie de dire pas juger. Jauger, c'est qu'à certains moments, on est obligé de faire des compromis ou de renoncer au bel objectif. Et donc là, on a quelque chose à se dire. Est-ce que je renonce à l'essentiel ou est-ce que je m'adapte avec beaucoup de pragmatisme ou est-ce que je vais arriver à un compromis médiocre qui ressemble à rien? Donc là, c'est de l'intelligence humaine qui va se mettre en place et non pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va travailler sur l'économie de moyens, au moins dans une entreprise. Et quelquefois, il est plus malin de faire chevaucher des compétences, c'est-à-dire d'introduire, par exemple, quand vous créez un nouveau logiciel, on a à un moment donné, il y a des formateurs qui vont se former au logiciel et qui vont aller former les équipes. Il est peut-être malin de commencer à mobiliser ces formateurs à un stade pas tout à fait fini du nouveau programme, qui vont avoir leur mot à dire, qui vont bien comprendre ce qu'on a cherché à faire. Donc au départ, ça peut paraître plus coûteux, mais dans l'efficacité qu'on va retrouver dans la compréhension de l'ensemble, on y gagne aussi. Alors, euh, quand on monte une équipe, on fait un travail d'équilibriste. Alors, j'ai emprunté la formule, un travail d'équilibriste. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont des fans de foot et je ne sais pas si Aimé Jacquet, ça leur parle. C'était l'entraîneur avec beaucoup d'intelligence, de subtilité, de l'entraînement de l'équipe de France au foot et qui a quand même fait gagner la France. Et alors, les journalistes lui disent, mais comment vous avez réussi? Et lui de dire, avec beaucoup de simplicité, c'est un travail d'équilibriste. J'aime beaucoup, voilà, donc je m'autorise à lui emprunter ce joli thème. Euh, donc, la recherche d'équilibre et d'harmonie n'est pas le but de l'IA. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, laissons la porte ouverte. Mais à très court terme, c'est pas ce qui va animer l'intelligence artificielle. Parce que quand vous composez une équipe, il y a des critères extrêmement rationnels. Vous avez besoin de telles compétences techniques. C'est assez facile à définir et l'IA pourrait le faire. Il faut des collaborateurs intelligents, dynamiques. Il faut des collaborateurs ambitieux. J'ai pas peur du mot, parce que l'ambition, c'est souvent ce qui va pousser à évoluer. Mais il faut aussi équilibrer entre ceux qui aiment concevoir et ceux qui aiment réaliser. Vous avez des gens qui, à peine ont esquissé la solution sur un bout de table, pour eux, c'est fait. Et puis d'autres qui vont prendre à cœur de prendre ce brouillon et d'aller jusqu'au bout. Et ça, de savoir décerner qui est plutôt concepteur dans l'esprit ou plutôt réalisateur. Alors, il y a plein de nuances, hein. Il y a des personnes qui ont
qui ont les deux, c'est formidable, mais souvent, il y a quand même des gens plus concepteurs et d'autres plus réalisateurs. Vous avez aussi des gens qui sont très bavards et puis des gens qui ne disent rien. Et si vous avez que des bavards dans l'équipe, c'est compliqué. Si vous avez que des gens qui n'osent pas parler, c'est compliqué aussi. Vous avez des ambitieux, vous avez des timides, vous avez ce que j'appelle des coureurs de fond et des sprinteurs. Ceux qui vont donner tout ce qu'ils ont à donner les 2 premières séances de travail, mais il faut tenir des fois plusieurs mois. Puis vous avez ceux qui sont très méfiants au début, qui observent, qui disent rien, puis qui tout doucement rentrent dans la course et vont terminer brillamment la course. Voilà. Donc, quand vous êtes un homme, une femme qui pilotez un projet, il faut être à l'affût. Il faut être à l'affût d'une rencontre informelle à la cafétéria où vous partagez un café et un collaborateur vous fait comprendre qu'il commence à s'ennuyer. Vous le notez dans un coin de votre tête, ce que ne fera peut-être pas l'IA. Vous observez sur le terrain, je donne cet exemple parce que je l'ai vécu. Je m'étais aperçue dans un entrepôt que le chef d'atelier donnait toujours à la même personne un nouveau qui arrivait ou l'intérimaire. Donc je lui dis, mais sur le papier, il avait le même salaire et la même compétence que les autres. Il me dit, oui, mais celui-là, il sait très bien expliquer. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose qui est quantifiable et mis dans un système d'information. L'approche sympathique du collaborateur. Alors quand on est à l'école de psychologie en entreprise, on vous apprend la bonne attitude, qui est une attitude extrêmement saine, qui est une neutralité bienveillante. Il faut être neutre quand vous faites connaissance de quelqu'un pour savoir s'il va répondre aux critères du poste. Il faut être neutre, faut bien savoir l'écouter, bienveillant. Puis quand vous avez pris un peu de bouteille, que vous avez 40 ans, 50 ans, que vous avez fait beaucoup de travail, vous pouvez vous autoriser à avoir une approche sympathique du collaborateur. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais vous rentrez en sympathie avec la personne. Je ne sais pas si on peut enseigner ça dans les écoles. Je ne crois pas. Alors, quelque chose auquel je crois énormément, c'est que vous pouvez vous tromper. Je sais que je peux me tromper. Je me suis trompée. Je reçois des rappels à l'ordre parce que je croyais bien faire et je reçois une claque, je me suis trompée. Je médite sur mes échecs. Et quelque chose, je crois, que ne fera pas l'IA, c'est que moi, j'ai mal quand je fais une erreur. Et je ne suis pas sûre que l'IA ait mal quand elle oriente pas très bien. Voilà une différence majeure. Je ne sais pas si l'IA sera sensible à une ambiance de travail, à la notion de rythme, rythme personnel, rythme collectif. Alors, rythme personnel, ça vous le savez tous, il y a des moments dans la vie où c'est pas possible, soit parce qu'on n'est pas prêt, qu'on le fera peut-être dans une prochaine vie, soit parce qu'en ce moment, on a des enfants en bas âge à la maison, tout un tas de raisons, ou parce que c'est pas sa priorité. L'entreprise, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est autre chose, c'est son droit. Donc, il faut savoir reconnaître le rythme de la personne dans ces moments-là ou dans cette vie-là. Euh, Quand vous faites un travail d'équipe, il faut savoir entendre la colère dans une assemblée. Est-ce que c'est grave ou pas? Des fois, c'est pas très grave. Et le travail, recentré sur le travail, va de manière très naturelle. Et puis, avec l'ambiance de groupe, va résoudre les problèmes, l'ambiance. Et puis, tout le monde va se refocaliser après le quart d'heure de grogne. Ou s'il faut, c'est très grave, c'est sérieux, et qu'il faut arrêter tout et prendre le temps d'avoir une explication claire et nette. Et il faudra prendre le temps qu'il faut pour résoudre cette tension. Il faut aussi connaître le rythme de l'entreprise. Alors, je n'y connais rien aux astres. Mais j'ai remarqué dans ma vie qu'il y avait des fois où tout semblait rouler et s'enchaîner. D'ailleurs, on entend l'expression alignement des planètes. On a l'impression que tout s'enchaîne. Et puis, il y a des moments où vous donnez toute l'énergie possible, vous, les équipes, et ça ne prend pas, ça ne marche pas. C'est comme si on ramait à contre-courant. Je me demande si les astres n'ont pas quelque chose à voir là-dedans. Ah, c'est Mal pas cliqué. la... Et l'éthique, voilà. Euh, Quand on mène un projet collectif, il faut être attentif aux valeurs d'inclusivité et du bien commun. Alors peut-être pas avec un B majuscule, bien commun au sens où nous on en donnerait d'entrée de jeu, mais quand même au bien de l'ensemble
de l'entreprise. Il s'agit de se poser régulièrement la question, est-ce qu'on avance, on est fatigué, des échecs, des réussites, on avance, est-ce qu'on est toujours aligné sur la raison d'être initiale du projet? C'est pour ça qu'au fur et à mesure que je faisais ce travail, je mettais de plus en plus de soin au début du projet à cerner ce qu'était le projet et pourquoi on le faisait, pour éviter de se perdre dans d'autres raisons, d'autres motifs. Est-ce qu'on parle toujours vrai à tous, à toutes les étapes? Alors tous, c'est l'actionnaire, le comité de direction, les équipes, les équipes qui vont devoir changer de méthode, changer d'outil, et se poser assez régulièrement la question, mais toute cette énergie qu'on mobilise, parce que c'est vraiment de l'énergie qu'on mobilise, qu'on déploie, qu'est-ce qu'elle nourrit? Au début, elle peut nourrir une très belle idée, et puis ça peut glisser. Et la solution qu'on va préconiser, à laquelle on va arriver, est-ce qu'elle est juste? Je pense que l'IA ne va pas s'embarrasser d'éthique. Alors, quand on travaille avec les œuvres du tibétain, il nous met beaucoup en garde sur les mirages. Dans une entreprise, il y a un mirage, surtout à ce niveau-là où c'est souvent des bons techniciens, des cadres supérieurs, des bons professionnels, et qu'on se met à travailler en équipe. D'un seul coup, on se découvre qu'on a une toute-puissance. On a des budgets qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. On a la voix des décideurs qui nous écoutent. Et donc, il y a un risque. Je pense que c'est le risque numéro un dans une entreprise, c'est d'être subjugué par la toute-puissance. On peut aussi céder à la pression de la performance. On oublie le fameux équilibre dont nous parlait Aimé Jacquet. Esquiver l'effort, c'est un travail. C'est pas facile. Euh, En général, tous les projets qu'on mène aboutissent, peut-être pas complètement, mais il y a toujours un bénéfice, euh, presque toujours, parce qu'on mobilise des équipes, parce que c'est orienté, c'est soutenu, on obtient quelque chose. Une fois, j'ai vécu mais un échec total dans une moyenne entreprise de 300 personnes, dans une région pauvre, difficile. Et donc, la région a pris peur quand elle a vu que l'entreprise était au bord de la faillite. Et c'est la région qui a payé le travail de redressement avec du soutien technique, technologique, de l'argent. Eh bien, ça n'a jamais pris. C'est-à-dire que l'effort n'est pas venu de l'entreprise elle-même. On les a soutenus de l'extérieur et la mayonnaise a jamais pris, ça n'a jamais marché. Je pense aussi, un autre risque, c'est de se tromper sur la forme et le fond. Il faut bien évidemment travailler la forme parce que pour préparer une décision, souvent on est obligé de mettre en forme le travail de, par exemple, 3 semaines, un mois. Mais il y a un moment donné, on met de plus en plus d'énergie sur la forme et on oublie le fond. C'est un mirage qui guette souvent les travaux de groupe. J'appelle ça les limites de la personnalité de groupe. Autre mirage, vouloir être gentil, plaire à tous. Si vous mettez en place un plan d'amélioration de la qualité, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, on améliore la qualité, mais partout. Il n'y a pas un maillon de l'entreprise qui peut continuer à ne pas être concerné par la qualité. Ça veut dire que tout le monde va devoir faire un effort. Et là, oui, vous croyez, est-ce qu'on peut demander cet effort à tout le monde quand même? C'est pas juste. Si vous voulez plaire à tous, vous aurez du mal à aller jusqu'au bout du projet. Et puis, grande illusion, c'est-à-dire que vous avez réussi à créer un esprit de groupe, vous avez gommé la séparativité, on a nos financiers de départ qui arrivent à travailler avec les créatifs, enfin tout ça, bravo. Mais d'un seul coup, on crée une nouvelle séparativité parce qu'il y a nous, un peu les croisés, vous voyez. Nous, on sait l'entreprise, où elle doit aller et tout. Et puis, il y a ceux qui, au quotidien, gardent les mêmes méthodes. Et donc, il y a un risque, à un moment donné du projet, ça arrive assez souvent qu'il y ait une nouvelle séparativité entre nous, les leaders, on a compris, on travaille à moyen et long terme. Voilà. Voilà. Donc, je crois là aussi que l'IA n'est pas calibrée pour s'occuper des mirages. Je pense pas. Mais malgré toutes ces difficultés, euh, j'ai connu très souvent quelque chose qui se produisait donc dans ce milieu très matérialiste,
qui était au moment de l'œuvre collective, assez souvent, il y a quand même un moment ou des moments de grâce, un moment où chacun sait ce qu'il doit faire, chacun sait ce que l'autre apporte au projet, chacun le fait avec sa conscience, avec son savoir-faire, chacun est libre de contribuer, il le fait habilement, sans geste inutile. Ça, c'est très important en psychologie du travail, qui n'est pas un débordement d'énergie, c'est-à-dire vraiment l'énergie canalisée. Chacun s'en sert dans l'ordonnancement collectif. Chacun a appris à comprendre ce que faisait l'autre, à respecter ce que faisait l'autre, et donc l'initiale méfiance qui a toujours, pendant une, deux, trois séances, égommée. L'ambition personnelle qui a été très motrice au départ, elle s'atténue, et d'un seul coup, ce qui compte, c'est de réussir le projet, c'est que toute l'équipe réussisse le projet. Et ça se sent, il y a l'atmosphère qui d'un seul coup change, et là, on a ce qu'on appelle une bonne atmosphère de travail, et du coup, il y a aussi une efficacité, on avance vers le but, on entrevoit le but. Et là, on va reparler de l'intelligence de l'âme au sein de l'entreprise. On a une coopération entre tous les œuvriers qui tient bien. On a une énergie qui coule de manière dynamique, de manière généreuse, de manière harmonieuse. Il y a un sentiment dans l'équipe d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que soi. C'est pas son propre métier, sa propre sphère, c'est l'ensemble. Et on a l'impression que l'équipe monte sur une octave supérieure. Voilà, je vous ai raconté 40 ans de travail en un quart d'heure et j'espère vous avoir transmis, parce que c'est du vrai, quoi, c'est du vécu. C'est pas ce qu'on raconte à l'école, etc. C'est ce que peut produire des hommes et des femmes œuvrant ensemble à une œuvre collective. Alors, on va passer à un témoignage dans un domaine de compétences totalement différent. Je suis contente que Nicole puisse témoigner, à la fois parce qu'elle est marraine et qu'elle travaille dans un métier, il y en a peut-être d'autres autour de la table, d'ostéopathes, avant de passer la parole à Ludovic. Nicole, on t'a enregistré, on va t'écouter. C'est un enregistrement de Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Françoise. Alors Nicole, tu m'avais parlé un jour de ton métier d'ostéopathe. Donc, quand j'ai commencé à réfléchir au thème du supplément d'âme, j'ai tout de suite pensé à toi pour raconter comment tu avais vécu ta profession. Mais d'abord, dis-nous, qui es-tu et d'où viens-tu? Aïe, aïe, aïe. Alors, je suis née en Afrique en 1950, donc c'est pas hier, c'est vraiment avant-hier. Rapatriée sanitaire à l'âge de 6 mois, suite à un paludisme pernicieux. À l'époque, les médecins étaient des médecins militaires et il y avait très peu d'enfants. Et quand les enfants étaient au Togo, si tu veux, souvent il y avait des enfants qui mouraient rapidement suite à cette infection. Donc, mes parents ont préféré me rapatrier sanitaire. Donc j'ai été accueillie en France par mes grands-parents, puisque mes parents sont restés en Afrique. Et pendant un mois, je me suis bataillée entre la vie et la mort, accompagnée par un médecin de famille qui l'a fait gracieusement. Tous les matins, il passait avant d'aller à son cabinet, parce que mes grands-parents n'avaient pas les moyens nécessaires pour honorer ces visites quotidiennes. Et en même temps, une tante à moi, qui avait un enfant, mon cousin qui avait 9 mois de plus, s'est occupée de moi pendant un mois. Elle est restée avec moi, à me veiller. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai fini par survivre et la vie a repris sa place. Et donc, je suis restée en vie. Elle a été la plus forte. Je suis restée en France pendant 4 ans parce que tout le monde déconseillait à mes parents de me récupérer en Afrique et je suis donc repartie, j'avais 5 ans. Et j'ai découvert l'Afrique, j'ai découvert le pays dans lequel je suis née, c'est-à-dire le Togo, à Lomé, la capitale. Et j'y suis restée jusqu'à mes études de kinésithérapie que j'ai fait en France à l'âge de 19 ans.
Donc une période d'une quinzaine d'années en gros. Et ce, ce pays m'a appris énormément de choses. Il m'a appris l'ouverture. Il m'a appris à l'époque, le racisme n'existait pas, en tout cas entre les enfants, ça n'existait pas. C'est-à-dire que tout le monde jouait dans la rue, tout le monde jouait au ballon et personne ne s'occupait de la couleur de la peau. On s'occupait de récupérer le ballon, ça c'était le plus important. Et donc j'ai grandi dans cette ambiance, au soleil. Donc tout le monde dira que j'ai eu beaucoup de chance. Moi aussi d'ailleurs, je le dis. Et mon rêve était de devenir vétérinaire d'une grande réserve africaine. Ça, c'était mon rêve. Mais je ne m'en suis pas donné les moyens. En effet, je ne travaillais pas à l'école. Je m'ennuyais et pour moi, tout ce que j'apprenais était au dehors de l'école. C'était bien plus passionnant. Ensuite, mes rêves se sont orientés du côté chirurgie et puis juge pour enfants. Mais ils furent anéantis par la même problématique, mon manque de travail. Donc voilà, j'étais grande sportive, je me suis retournée à ce moment-là vers la kinésithérapie. J'avais 19 ans. Et c'est la première fois où je me suis mise à travailler. J'ai adoré les études et je me suis éclatée dans ce métier pendant 15 ans. Ce qui me plaisait dans ce métier, c'était d'aller chercher les ressources au fond de l'être et de l'accompagner tout au long de la rééducation afin qu'il retrouve son intégrité et son autonomie. La limite de ce métier, c'est l'absence ou des prescriptions souvent insuffisantes ou mal adaptées, se limitant à l'articulation concernée. Il me manquait quelque chose. Bon, te connaissant un peu, j'imagine qu'une fois que tu as reconnu ces limites, ça ne t'a pas arrêté, tu ne te l'es pas laissé enfermer dans cette pratique classique. Non, j'ai eu beaucoup de mal, je me suis posé beaucoup de questions et c'est très drôle parce que après, donc, je suis allée faire de l'ostéopathie à Londres alors que j'étais à Lomé, donc au Togo, ce qui est quand même pas tout à fait simple pour faire Lomé, Paris, Paris-Londres, etc. Alors que j'avais eu l'adresse de l'école d'ostéopathie pendant 2 ans sur mon bureau en France. Eh ben, c'était pas le moment. Donc, je suis repartie au Togo. J'ai monté un cabinet de kinésithérapie et grâce à ça, c'est ce qui m'a permis de faire mes allers-retours parce que bon, il y avait un certain coût quand même. Heureusement, j'ai jamais compté avant, j'ai compté après, mais autrement, j'aurais jamais fait ça, tellement c'était coûteux. Mais je suis allée toutes les 6 semaines, donc en France, puis à Londres, pour faire ces études pendant 4 ans. Et j'ai été diplômée en 1986. Et pourquoi Londres? Parce que les Anglais sont vraiment des artistes dans ce métier. C'est-à-dire que toutes les manipulations osseuses sont très rigoureuses, très scientifiques et toujours faites en douceur. Donc, c'était vraiment très agréable. Et donc, une fois que j'ai eu ça, je suis repartie au Togo quelques années et puis il arrive un moment où j'avais une quarantaine d'années, il était bon de rentrer en France. Parce que si on rentre pas en pleine activité, après on a tendance à rester à l'étranger. Et bon, c'était peut-être pas mon destin. Donc je suis rentrée en France, me suis installée en France et j'ai complété ces études d'ostéopathie par des études qui étaient beaucoup plus fluidiques, beaucoup moins agressives, même si c'était assez doux en termes de manipulation osseuse, c'était quand même, ça ne me convenait pas. Parce que les patients revenaient dans les 15 jours, 3 semaines, et souvent, la lésion ou le frein revenait, était le même. Et donc, c'était insuffisant. Ce que je voulais, c'était une espèce de totalité. Enfin, je voulais, c'est peut-être beaucoup dire, mais je désirais qu'il y ait une globalité plus importante. Donc, je me suis tournée vers une ostéopathie beaucoup plus fluidique et qui nous parle de tous les mouvements liquidiens du corps et ainsi que de résonance avec ce qui nous compose. Donc, les différents états de la matière, la respiration, les fluides, les tissus, les organes, les os. On parle de vagues, on parle d'ondulation, de vibration, de potentie de vie. Et
cette perception, cet élargissement de perception a été une révélation pour moi. Et pendant plus de 20 ans, quasiment tous les jours, je ne vais plus m'occuper des articulations, des nœuds énergétiques, des lombalgies, des ceci, des cela. Je vais juste écouter, entendre, sentir, percevoir ce que chacun des patients veut bien livrer à ce moment précis de la rencontre, la consultation, pour entamer la résolution d'une problématique connue ou inconnue de lui. Bien sûr, je garderai le cadre de la consultation et de l'interrogatoire. Mais je vais vite découvrir que le patient raconte ce qu'il vit, mais que cela n'a peut-être rien à voir avec le vrai motif de consultation. Donc, toujours thérapeute, mais avec quelque chose en plus. Ben oui, ma position de thérapeute s'était largement modifiée et il n'y avait plus de notion d'interventionnisme. Et d'ailleurs, je disais toujours à mes étudiants, quand je les entendais, ah, je vous ai traité, je disais non, tu as participé au traitement, mais tu n'as rien fait, tu n'as pas traité, c'est pas toi qui traites. Et j'étais simplement dans cette espèce d'accueil au sens large du terme, du vivant et de ses manifestations. C'est là où l'ostéopathie biodynamique est un dialogue avec toutes ces manifestations. Pas seulement l'individu qui est sous les doigts, mais son vécu, son histoire, ses états d'âme, son énergie, sa spiritualité. On ne peut pas mettre cela en mots, car ceux qui se trament, ceux qui se détricotent sous vos doigts, imposent un silence, une absence de tension extrême, sans crispation, sans vouloir retenir quelque chose. Le processus enclenché doit suivre son cours, accompagné par la neutralité du thérapeute. Cette façon de travailler laissait toute liberté au patient quant à une nouvelle consultation. Elle pouvait avoir lieu dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. C'était à lui de décider, en fonction de son besoin réel, profond. Nombreux patients étaient envoyés par des psychothérapeutes, des psychanalystes, quand ils avaient l'impression que le traitement patinait. L'ostéopathie biodynamique levait les freins, réharmonisait la structure, relançait l'élan vital, permettait au patient d'atteindre une autre dimension et de poursuivre son chemin. Grâce à mes patients, j'ai pu pénétrer les différents temps de leur passé, de ce qu'ils transportent avec eux, de ce qui les entrave. J'ai pu travailler sur des lignées de femmes, d'hommes, des drames qui se sont joués, des contrats qui se sont conclus à l'insu du consentement conscient du patient. Un constat s'impose, c'est toujours dans les périodes de crise où les circonstances recréent le même genre de situation qui est à l'origine de la problématique. J'avais l'habitude de dire aux patients, ah, ben on vous a servi la même problématique sur un plateau d'argent. Ils appréciaient pas toujours, hein, mais bon, en fait, c'était vrai. C'est-à-dire que c'était la même chose, déguisée, puisque les années n'étaient pas les mêmes, mais c'était la même chose. Ce que nous appelons la lésion primaire, qui est soit l'empreinte laissée par la naissance ou la vie intra-utérine, soit le chemin spirituel à parcourir. J'ai toujours eu cette sensation que quelque chose de plus élevé que moi participait à cette aventure, car cela en est une pour chaque patient. Ceci rend humble, car nous ne sommes qu'une voie de passage pour cette puissance, cette force qui nous habite et qui vient de l'âme. Ça, j'en suis convaincue. Eh bien, Attendez, elle n'a pas et fini. dis-nous, l'intelligence artificielle arrive à grands pas. Mhm. Est-ce que tu imagines un jour qu'elle pourrait remplacer ton métier, surtout tel que tu l'as pratiqué? Ça, je ne peux pas y croire. Je ne peux pas y croire parce que il y a une chose auquel je crois. Enfin, de ce que j'en connais, l'intelligence artificielle n'a pas accès à cette ouverture. C'est-à-dire que cette ouverture dans la sensation dont je parlais, qui n'est pas une sensation subjective, qui est vraiment une sensation objective, elle répond à des questions, l'IA.
Mais alors oui, si on se concentre sur le questionnaire du patient, elle peut dire, ah bah oui, le patient pourrait plutôt faire de l'ostéopathie ou faire autre chose. Mais dans cette globalité, pour moi, c'est impossible. Bon. Merci beaucoup, Nicole. C'est un très, très beau témoignage. Tu répondras peut-être tout à l'heure aux questions que poseront les personnes. Bien Merci volontiers, je beaucoup. suis désolée de pas être avec vous. Elle est à Marseille, là. Merci beaucoup. Ah, alors maintenant, une autre sphère du travail, Ludovic Korlov, qui est lui aussi un parrain de l'Institut Alcor, est professeur de mathématiques au lycée. Et un peu comme Nicole, je crois qu'il a des choses intéressantes à nous dire sur le supplément d'âme dans le métier de professeur. On va l'écouter. Il nous a enregistré, il s'est Bonjour. enregistré hier, nous l'a envoyé. Ah, ouais, au début. Ne perçoivent pas l'utilité et le Non, là, sens. je crois que t'es au milieu. Pas où. Et- Bonjour, je m'appelle Ludovic. Est-ce Françoise que m'a vous proposé de entendez? témoigner sur mon expérience professionnelle d'enseignant et me voilà devant vous. Je suis entré assez tardivement dans la vie professionnelle, Non, vers l'âge de c'était 30 ans, après m'être posé de nombreuses questions sur ma place dans notre société et comment concilier vie active et vie intérieure. Après une première expérience dans l'informatique, une tentative de réorientation professionnelle et une pause comme papa à la maison, je suis devenu enseignant en mathématiques en 2008 et j'exerce cette profession depuis lors. J'ai toujours beaucoup aimé les mathématiques et depuis longtemps, j'ai souhaité partager la beauté que je percevais dans ce formalisme que beaucoup trouvent aride et austère. Les nombres, leurs relations dans les calculs et plus tard dans l'arithmétique, les formes, leur construction et plus tard les multiples propriétés géométriques, toutes ces formes et formulations étaient dépositaires pour moi d'un secret, d'une magie. Tout était relié, ordonné, structuré. Une figure géométrique particulière et simple comme un triangle révélait des propriétés générales et des lois universelles. Mais comment transmettre ce sens et cette beauté en tant qu'enseignant? Enseigner, c'est transmettre. Que transmettons? À qui? Et dans quelles conditions? Enseigner, c'est transmettre des connaissances, des formes, conformes au programme si nous travaillons pour l'éducation nationale. Ces transmissions s'effectuent face à des enfants, des adolescents, de jeunes adultes qui se retrouvent en classe, souvent en classe d'âge, et non en classe de besoin, de goût, de sensibilité ou d'aptitude. Donc nous voilà, avec nos informations, nos connaissances et nos méthodes, devant un regroupement d'individus ayant tous à peu près le même âge. Notre objectif, transmettre. Cette transmission est-elle possible et comment s'établit-elle? Il y a un accord tacite au début. Le professeur vient pour transmettre et les élèves pour apprendre. Mais ensuite, ce premier pas doit s'affirmer, se confirmer par le développement d'une confiance mutuelle où chacun fait sa part. Il est surprenant de constater que les élèves des petites classes possèdent souvent une appétence pour l'école et les apprentissages. Chaque nouveauté est une découverte et favorise un enthousiasme chez l'enfant qui s'émousse peu à peu avec les années. Avec le temps, chacun connaît les règles et ne perçoit plus l'intérêt des transmissions proposées par la structure de l'école. Ou alors, l'intérêt devient souvent la bonne note et n'est plus associé à la connaissance et à un enrichissement de soi. Cette transmission s'effectue dans une relation, un enseignant au milieu d'un groupe d'élèves. On peut remarquer que les jeunes élèves s'associent naturellement au groupe de leur classe. Ils veulent être pareils et s'identifient à tous les autres enfants. Plus les années passent, plus l'élève cherche à s'émanciper et à se distinguer du groupe classe. D'autres dynamiques se mettent en place. La transmission proposée par notre système d'éducation passe donc par la création d'un regroupement ou d'un groupe. Quelles dynamiques pourront ressortir de cette création? Y a-t-il création ou bien amalgame et juxtaposition d'individualité? Le début d'année est toujours très important pour permettre la naissance et l'épanouissement de bonnes dynamiques. Quel est le cadre
Quelles sont les motivations des acteurs et les moteurs de cette naissance? Devant l'enseignant, voilà un groupe d'élèves. Il a pour mission de transmettre des connaissances, celles du programme scolaire. Nous devons transmettre des connaissances, des formes, et apprendre à reconnaître ces formes et mémoriser ces connaissances. Un peu comme le pisteur qui, à partir d'une simple trace dans le sol, détermine l'animal qui est passé. Pour transmettre, nous devons posséder un socle commun et un langage partagé pour véhiculer des informations. Notre socle commun est la culture de notre lieu de vie et de notre époque. Notre langage, celui de nos pères. Pour les mathématiques, il en est de même. Il y a un langage. Nous passons beaucoup de temps à enseigner ce langage et souvent sans dire qu'il s'agit de l'apprentissage d'un langage. Un langage qui permet d'énoncer des vérités auxquelles tout le monde s'accorde. 2 fois 3 égale 6 fait l'unanimité. Tout comme la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Mais quelle est la finalité des mathématiques? À quoi servent-elles? Quelle est la finalité d'un langage? À quoi sert-il? Souvent, l'enseignement des mathématiques revient à faire apprendre des mots de la langue et produire l'équivalent de lignes d'écriture. Et nombreux sont les élèves, à juste titre, qui n'en perçoivent pas l'utilité et le sens. Assez vite, je me suis aperçu qu'être enseignant de mathématiques au lycée ne m'inviterait pas à faire des mathématiques, mais de l'initiation aux mathématiques. Je me suis retrouvé devant le choix d'enseigner les mathématiques pour des élèves convaincus qui cherchent à performer dans ce domaine, ou bien jouer un rôle plus proche de celui d'éducateur et chercher à éveiller des vocations. J'ai choisi de tenter de susciter une certaine réconciliation, voire de l'enthousiasme pour la matière, pour des élèves de lycée. J'ai cherché à comprendre comment aller dans ce sens. Voici où m'ont mené mon expérience et mes réflexions. Nous n'apprenons pas l'alphabet et une liste interminable de mots simplement pour les réciter, savoir les écrire et les définir. Ces éléments de langage ne sont que des outils, des véhicules qui permettent d'accéder et de transmettre d'autres réalités, d'exprimer une part de nous-mêmes qui n'est aucunement contenue dans l'alphabet ou dans les mots. Aucun mot ne contient une histoire, de la même manière, aucune formule, aucun théorème ne contient une histoire. Un mouton est un mot désignant un animal commun de nos contrées, et dessiner est un mot qui exprime une action avec laquelle nous avons plus ou moins d'affinité. Mais dessine-moi un mouton est une invitation à nous-mêmes et à la recherche du cœur. La transmission des objets mathématiques doit s'accompagner des clés de ce langage pour appréhender les relations qui existent entre les objets et aller vers des distinctions entre fond et forme. Henri Poincaré nous dit « La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes ». Cet apprentissage des relations entre les objets mathématiques, des propriétés de ces objets, permet d'organiser les connaissances et de sentir le sens sous-jacent. Il m'apparaît important de chercher à relier les abstractions mathématiques présentées à des réalités concrètes. Un travail cognitif spécifique peut se mettre en place afin de relier des structures intellectuelles, mentales, à des connexions cérébrales. La logique extrême des mathématiques permet de suivre pas à pas ces constructions et de fortifier les liens établis. Finalement, l'enseignement des mathématiques participe au développement d'une logique et d'un sens de la causalité, aux distinctions entre exemple, contre-exemple, cas particulier et cas général. Il s'agit d'un appui pour le développement des facultés cognitives, l'organisation des connaissances et la structuration de l'apprentissage. Enseigner revient alors à transmettre des compétences, permettre leur émergence et leur développement chez les élèves. Les connaissances sont des alibis pour développer des aptitudes chez les élèves, mais aussi favoriser la quête de sens et la recherche de structures sous-jacentes à nos environnements. Apprendre à voir la structure et le sens des choses. Henri Poincaré, toujours, nous dit « On fait la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. »
permettre aux élèves de distinguer la maison du tas de pierres. Bon, je ne sais pas Il ne comment on s'agit n'entend plus plus. simplement d'apprendre des connaissances et de reconnaître des formes. Les élèves sont alors invités à apprendre à apprendre. Après plusieurs années d'expérience, je suis arrivé à enseigner cet être. Les bâtiments, les matières, les programmes, le cadre institutionnel, tout ceci m'apparaît comme un grand théâtre dans lequel nous pouvons être nous-mêmes. Et être permet la croissance de l'être. Qu'est-ce qui favorise la croissance de l'être? Comment faire du nouveau avec de l'ancien? Comment amener les élèves vers demain en leur proposant les savoirs d'hier? Le peintre utilise une toile, des pinceaux, des gouaches qui existent avant son usage. Cependant, il crée une chose unique et nouvelle, son tableau. Comme enseignant, nous ne devons pas avoir pour finalité la toile, les pinceaux et les gouaches et chercher à les préserver comme des reliques sacrées. Notre regard doit toujours se porter sur le tableau qui se réalise à travers les personnes que la vie a réunies. Moi, j'entends plus Légy rien. Grand nous dit, s'il est vraiment sage, le sage ne vous invite pas à entrer dans la maison de la sagesse, mais vous conduit plutôt au seuil de votre propre esprit. L'éducation devrait permettre à chacun de créer une chose nouvelle, soit dans le monde. En tant qu'enseignant, j'essaye à mon niveau d'ouvrir une porte devant mes élèves et de leur dire « Regarde, c'est toi demain ». Merci, Ludovic. Bon. Alors, l'idée, c'était ce petit supplément d'âme dans nos quotidiens. L'idée, c'est de réfléchir aux frontières entre le profane et le sacré. Et finalement, ce petit supplément d'âme de la chanson de Michel Berger, on s'aperçoit qu'il n'est pas si petit. Ah, ça reprend là. Ah, ça y est. Peut-être qu'il nous appartient de réfléchir et de construire des ponts entre le profane et le sacré, et de réfléchir à la porosité entre ces deux niveaux. Et on peut citer le Maître Cool. N'oubliez pas que les réalisations de la personnalité sont, en leur juste lieu étant, des réalisations divines. Donc, dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, dans les métiers, c'est quoi cet aiguillon? C'est quoi cette présence, cette envie d'instruire, de soulager, de faire progresser l'autre? Qu'est-ce qui nous pousse à faire mieux, à aller de l'avant? Qu'est-ce que c'est que ce courage qui nous pousse à sortir des crises par le haut? Ces ressources qu'on va puiser au plus profond de notre être, cette recherche obstinée de donner du sens à notre vie. Pourquoi cette bonne volonté est-elle si facile à susciter? Qu'est-ce que c'est que cette inventivité foisonnante, ce renouveau d'ardeur à la tâche, cette vitalité joyeuse? On peut passer un petit moment à réfléchir sur l'impact, les modifications qu'il y a déjà eu dans les quotidiens ces 40 dernières années, puisque j'ai évoqué un travail sur 40 ans. Moi, ce que j'ai observé, c'est déjà l'introduction du féminin. Il y a eu énormément de fonctions qui se sont féminisées dans le monde du travail. Je donne deux exemples. Quand j'ai commencé mon travail, il n'y avait pratiquement pas de femmes dans les comités de direction. Après, on en a vu de temps en temps un directeur financier femme, et puis peut-être aux ressources humaines. Aujourd'hui, on a beaucoup de comités de direction, peut-être pas le 440, mais on a beaucoup de comités de direction où il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Autre petit exercice, je prends les transports en commun souvent dans ma ville. Il y a quelques années, on n'avait que des hommes qui conduisaient les bus.
Aujourd'hui, une fois sur deux, c'est une femme. Ça nous paraît assez normal, mais c'est pas si évident. Et ça s'est fait en très peu d'années. Qu'est-ce qui s'est aussi produit ces dernières années? C'est une dématérialisation incroyable. L'argent, qui manipule encore de l'argent aujourd'hui? L'information, tout est sur des supports électroniques. Le papier, là aussi, quand je suis rentrée dans les entreprises, on avait des grands centres informatiques, dans des grandes salles réfrigérées, et ça crachait du listing, du listing, ça n'existe plus. Dans les entreprises, on a vu arriver des théories qui étaient beaucoup plus liées au vivant. À partir des années 1980-85, on a eu la théorie des systèmes qui a remplacé les descriptions figuratives. D'un seul coup, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus pertinent de parler en termes de flux, des flux d'informations, de personnes, de matières. Ça expliquait beaucoup mieux le fonctionnement d'une entreprise. On a vu émerger le management participatif, pardon, à la fois parce que les jeunes se sont mis à le réclamer, donc il a fallu suivre, et aussi parce qu'on s'est aperçu que c'était beaucoup plus efficace, inévitable. On commence à entendre les mots de destruction créatrice. C'est un terme économique qui a été développé par des théoriciens 1950-60, et aujourd'hui, ça rentre dans le domaine de l'économie d'entreprise, c'est-à-dire qu'on sait que toutes les formes doivent être détruites pour être reconstruites d'une autre manière. Donc, la destruction n'est plus vécue comme une souffrance, comme quelque chose, comme une mort, c'est un renouveau permanent. Chaque citoyen a son téléphone mobile, son micro-ordinateur, ça nous paraît évident. Il y a 40 ans, on n'avait pas ça. Et puis aussi cette poussée de collectif pour résoudre un problème. J'ai parlé du pilotage en équipe projet, mais pour n'importe quelle cause. Il y a une moindre cause dans un village où il y a une cause humanitaire, hop, on crée un collectif. Et je pense que tout ça, on est en train de voir l'empreinte de l'ère du Verseau qui commence à imprégner nos sociétés, notre vie quotidienne. Ah. Donc, des ponts à construire, euh, des ponts à construire depuis la conscience individuelle vers la conscience de groupe, des sciences académiques vers les sciences de l'âme, de la connaissance vers la sagesse, de l'effort de l'individu pour lui à l'effort collectif, et des lois humaines aux lois divines dont nous a parlé Alice ce matin, les lois de l'âme. Alors, Alice, tu nous as parlé assez longuement de l'élévation par la loi de progrès de groupe. Je suis l'évolution. J'inclus des groupes de plus en plus grands. La question que je me suis posée en faisant ce travail, c'est jusqu'où peut-on aller dans l'analogie entre la loi de l'âme, où on a vraiment ce matin fait résonner le sacré, une part de mystère, à la constitution plus vulgaire, vulgaire dans le sens de vulgarisation qu'on observe tous les jours, plus vulgaire d'un collectif pour défendre un idéal perçu. Dans les points communs, il y a la motivation. Qu'est-ce qui pousse à créer ce collectif? Il y a un désir de progrès, il y a un désir de plus juste relation. On vise le bien de l'ensemble. Il y a un changement de méthode. On peut relire certains aphorismes du rayon 7. Mets-toi à l'unisson du tout, coopère. N'oublie pas que c'est l'amour qui soutient pour le meilleur et pour le pire. Et une qui me va particulièrement au cœur, choisis bien tes compagnons. Aime-les tous. Pour aller plus loin dans l'analogie, ce que je trouve de commun, c'est vraiment la mutuelle élévation entre les différentes personnes, que je trouve commun entre ce qu'on a évoqué ce matin et ce qu'on peut trouver dans la vie profane. Il y a ce désir de mutuelle élévation.
Alors, dans notre vocabulaire, nous connaissons les mots de dessin. Dans notre civilisation actuelle, et particulièrement en France, euh, on ne parle pas trop de dessin. Donc, on va mettre en face de mots de notre vocabulaire ésotérique, par contre, les formules ou ce qu'on trouve dans la vie de tous les jours, que ce soit dans une entreprise, dans une école ou dans la cité. Donc, le dessin, ce qu'on entend quand même dans la vie de tous les jours, c'est la raison d'être. C'est maintenir le cap, tenir la note. On entend rarement la lumière de l'âme, mais par contre, on parle de discernement, de boussole intérieure. C'est un peu, je crois, ce qu'évoquait Marie-Agnès ce matin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, à la croisée peut-être du vertical et de l'horizontal, qui dit oui, c'est juste ou ça, c'est pas juste. Il y a une espèce de repère intérieur. Ce qui manque, c'est souvent le temps pour prendre le temps d'aller recalibrer à l'intérieur de sa boussole intérieure. Mais en tout cas, si on parle dans le commun des mortels d'une boussole intérieure, ça se comprend bien, ça s'entend bien. On peut parler de bon sens. On peut parler d'agir en son âme et conscience. Ça fait partie du domaine public. Compréhension aimante, compliquée à aborder. On peut, par contre, bien parler d'un accueil bienveillant de l'autre, de sa différence. On peut dire un cœur généreux. On peut dire il a une ouverture d'esprit. Méditation. Donc, on ne médite pas dans les entreprises. Mais par contre, à plusieurs moments, on peut sentir une intense concentration dans le travail. Un peu comme une atmosphère religieuse. Et j'ai de temps en temps été présente à des moments où toute la salle travaillait à résoudre un problème. Donc, il y avait un grand silence, c'était très beau. Et on sentait une intense concentration. Communion, c'est aussi un mot plutôt du langage spirituel ou ésotérique. Par contre, on peut parler de compagnonnage, de solidarité, frères d'armes. Quand on a monté une entreprise à plusieurs ou qu'on a réussi quelque chose et qu'on se retrouve plus tard au cours d'un repas ou on dit on se reconnaît entre frères d'armes. Alors, le très beau et très grand mot d'initiation, non, mais on peut parler de transformation, de maturité. Tout à l'heure, j'ai dit, ils en sortent souvent de cette expérience affermis et grandis. C'est comme s'il y avait eu une expansion de conscience. Le mot service tel qu'on l'a employé ce matin, les serviteurs du monde, non, mais par contre, d'engagement, de sens des responsabilités, d'une contribution altruiste, s'investir cœur et âme. Alors, le vrai, le beau, le bien. Dans la vie profane, pour le vrai, on peut le retrouver une empreinte dans la recherche d'authenticité, d'exigence, de transparence. C'est quelque chose que j'ai pas mentionné dans les mutations qu'on a observées ces dernières années. Mais par contre, il y a une montée d'exigence de transparence, particulièrement des nouvelles générations, qui est évident, qui est là. On parle de parler vrai, d'honnête homme. Le beau, on le retrouve dans la solidarité assez spontanée entre compagnons de travail ou dans un collectif, à l'école, entre élèves, dans l'effort pour réaliser quelque chose de beau, le bel ouvrage dont parlent certains soufis. Ils parlent de bel ouvrage. On parle aussi d'avoir du cœur à l'ouvrage. Et le bien, on décèle quand même la présence évidente de progrès, et pas que le progrès pour moi tout seul, chez moi, dans mon métier, dans ma maison, dans ma famille, mais vraiment une recherche de progrès au bénéfice d'un plus grand nombre, et on se sent de plus en plus co-responsable du bien commun. C'est quelque chose qui est assez présent dans les collectifs écologiques notamment. Et le mot éthique aussi, on peut parler d'éthique. Alors, on va terminer sur encore plus d'optimisme. Alors, si on s'engageait d'un pas plus ferme vers une sobriété heureuse, comme nous l'a si bien dit Pierre Rabhi,
une vie simple et harmonieuse. Si on utilisait tous les outils merveilleux qui sont déjà arrivés ou qui arrivent, plus puissants, plus performants, si on les utilisait avec discernement, vraiment centré sur l'essentiel, si on était respectueux de ce qui est précieux et fragile, au moment où c'est utile, je vous ai parlé du tableau d'affichage qui pouvait être très simple et très peu coûteux, sans oublier l'économie et le bon sens. Alors, je vais vous lire quelque chose, ça me fait sourire parce qu'on le trouve sur le réseau LinkedIn. Si vous cherchez du travail, vous adhérez peut-être à ce réseau. Donc, c'est là où tous les cadres recherchent de manière fébrile du travail. Et qu'est-ce qu'on trouve? Une parole de sage. Dites-moi, monsieur, dans quel domaine pourrais-je faire une belle carrière? Le sage nous répond avec un sourire, soyez un bon être humain. Il y a une grande opportunité dans ce domaine et très peu de concurrence. Alors, les métiers, les besoins d'humanité sont immenses. Ils évoluent. On pourrait utiliser notre imagination, ici, là, ensemble, pour revisiter des métiers qu'on connaît bien, des métiers solides, pratiqués, connus. Mais on pourrait imaginer comment est-ce qu'on va les vivre et les faire, mais d'une manière plus subtile, et sans doute dans une matière plus subtile. Le métier de tisserand, accordeur, médiateur, constructeur de ponts, observateur, ajusteur, guerrier, géomètre, jardinier, diplomate, législateur, éducateur, guérisseur. Et on va terminer en parlant d'un futur rêvé équilibre entre le loisir et le travail. Et alors, on va évoquer les anciens, on va évoquer des sages romains, Cicéron, Tite-Live, Sénèque. On peut aussi faire référence à Saint Benoît. Je ne sais pas si certains connaissent Saint Benoît. C'est celui qui a créé toutes les abbayes cisterciennes. Et lui, il a édicté une règle pour ces hommes et ces femmes qui étaient dédiés à la prière. Et il a dit, ce qui est important, c'est ora et labora, c'est-à-dire prier et travailler. Et je trouve qu'il était sûrement un psychologue avant l'heure pour réussir à penser et à faire réaliser dans les abbayes cet équilibre. Donc, imaginons qu'on travaille plutôt à mi-temps et qu'on s'adonne, qu'on profite de moments de repos pour s'adonner, peut-être comme un peu maintenant, à la méditation, au loisir studieux. C'est Cicéron qui nous parle. L'otium, c'est un temps sporadique. Ça peut être une année sabbatique, ça peut être un mi-temps, ça peut être une alternance entre l'école et le travail, prolongé de loisirs personnels avec des implications plutôt intellectuelles, plutôt vertueuses, morales, pour prendre de la distance par rapport à notre quotidien, par rapport au monde affairé, monde des affaires. Vous voyez, l'otium, c'est l'inverse de négocium. Donc le négoce et l'otium. Si on trouvait un équilibre entre les deux, pour s'engager dans des activités qui valoriseraient le développement, par exemple artistique, intellectuel, philosophique. Voilà, je n'invente rien, c'était écrit par des sages au début de l'ère chrétienne. Et Sénèque nous décrit l'otium. L'otium, c'est la caractéristique de l'homme libre, c'est un temps qui est bien loin de se confondre avec l'inertie ou la paresse, si toutefois l'homme se consacre à l'étude, un rôle social ou politique dans la cité.